Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information ce soir vous propose une nouvelle rencontre dans le cadre de la programmation associée à l'exposition Gaston au-delà de la gaffe qui se déroule depuis le mois dernier à la bibliothèque, que vous avez, j'espère, visité, ou si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, j'espère que la rencontre de ce soir vous donnera l'envie de venir nous voir à la bibliothèque. Ce soir, deuxième rencontre de ce cycle. Nous allons parler plus précisément de l'art de Franquin, comme artiste, comme artisan presque, je dirais, avec des personnes soit qui l'ont connu, soit qui travaillent autour de ses œuvres passées pour la restauration de ses œuvres, la réhabilitation, la valorisation de ce patrimoine, ce qui est devenu un patrimoine graphique et artistique. Donc je vais laisser la parole à Yves Frémion, le journaliste du Monde, qui va animer la table de ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si vous savez... Ah oui, c'est très bien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'art et je ne sais pas si vous connaissez Franquin, mais on espère qu'à la fin, vous en saurez un peu plus. Donc je vais vous présenter les trois intervenants de ce soir. Immédiatement à ma droite, vous avez Frédéric Janin qui nous arrive de Belgique. Bonsoir. Qui est lui-même un très important dessinateur humoriste, on va le présenter comme ça, mais il a aussi fait de la chanson avec les Bowling Balls, il a fait beaucoup de choses, il a fait de la télé, il fait de la radio. C'est des radios et des télés que vous ne voyez pas ici, mais c'est bien dommage parfois. Maintenant avec Internet. Avec Internet, on peut il y a revoir plus d'excuses, les snuls et tout ça. Voilà. Bon. À sa droite, Gérard Viry-Babel, qui travaille à Fluide Glacial, où il s'occupe de tout ce qui est patrimoine, c'est-à-dire de refaire connaître le fond de Fluide Glacial, et notamment en ce qui concerne Franquin, il y a tout un travail qui vient d'être fait sur les idées noires, qui est un peu le chef-d'œuvre de Franquin, qui était paru en partie dans Fluide Glacial autrefois. À sa droite, à lui, vous avez Pierre Huyghebaert, si je prononce comme il faut, qui enseigne à l'Institut national des arts visuels de la Cambre. Il vient donc lui aussi de Belgique, si vous l'avez compris, et qui est un typographe et qui nous parlera de l'aspect lettrage chez Franquin. Voilà. Alors, juste en introduction, quelques mots. Franquin, c'est quelqu'un qui... je pense que c'était un des hommes les plus modestes qui existait au monde. Il fallait absolument jamais lui dire qu'il avait du talent, qu'il nous avait fait rire avec telle planche, que son dernier album était génial. Il voulait se cacher sous terre quand on lui disait ça. Il pensait qu'il ratait tout. Il pensait qu'il était très loin d'atteindre la qualité de graphique et d'humour qu'il visait. C'est un petit peu comme les légendes des grands peintres japonais qui passent toute leur vie à faire un trait droit et puis quand ils arrivent à le faire, ils disent « bon, maintenant j'ai 90 ans, je commence à pouvoir faire de la peinture ». Franquin, il était comme ça et c'était sincère chez lui, c'était pas du tout affecté. Néanmoins, malgré ça, c'est non seulement un des géants de la bande dessinée, un des géants de l'humour, un des géants de la narration, mais nous aurons l'occasion de le voir. C'est quelqu'un qui a apporté énormément au monde artistique en général, en s'appliquant à des choses que l'on ne faisait pas dans la bande dessinée avant lui, la lettre notamment, mais je pense aussi à tout son travail qu'il a fait sur l'architecture, l'urbanisme, le décor, le design et tout ça qui est très, très important dans son travail. On a également des documents qu'on va voir. Actuellement, Frédéric Janin s'occupe de restaurer les planches de Franquin parce que la plupart des originaux de Gaston et d'autres ont souvent disparu. Il faut savoir que chez Dupuis, des fois, elles ont traîné 15, 20, 30 ans par terre dans des hangars où tout le monde marchait dessus, parce que tout le monde se foutait éperdument des originaux à l'époque. Ça n'avait absolument aucune valeur. Une fois que ça avait été filmé, on s'en fichait complètement. Donc des gens ont marché sur des millions d'euros sans le savoir pendant des années. Alors donc maintenant, pour refaire les éditions, qui sont des éditions de qualité, évidemment, il faut retravailler dessus.
Il faut retrouver le lettrage, il faut retrouver le trait exact, il faut des fois retrouver les couleurs. Frédéric, tu veux en parler tout de suite ou tu veux qu'on passe le film? Parce que je pense qu'on pourrait commencer par ça. On pourrait commencer par le film parce qu'il Voilà. explique bien. C'est une petite séquence faite par la télévision flamande, donc Belgique néerlandophone. Pour les Français, il n'y a pas de différence. Hein. Non, mais ce qui non, fait vous êtes belge, ne cherchez pas, vous êtes je belge. parle un petit peu lentement parce que le présentateur est flamand et donc j'essaye de me faire comprendre. Donc c'est un film sur le travail très court, de Frédéric sur cette restauration. Donc si on peut le voir maintenant, je ne sais pas si la technique suit. Comme ça, c'est fait. La technique suit, bravo. Donc voilà, une version de Gaston à Bruxelles. Magnifique. C'est de l'art. Juste. Kunst. Mal aux yeux. Ouais. Il est là, dans le centre financier Oui. de Bruxelles. Au milieu des financiers, des banquiers, Ouais. tout ça. Il a tout à fait sa place. Mais ça, c'est comique. Hein? Bizarre, hein? Ouais. Je crois que Gaston n'aime pas beaucoup Non. le monde des finances et la banque. À l'école, j'étais pas mal harcelé. Oui. Et c'était vraiment Gaston qui était mon héros, qui m'a sauvé littéralement. Ouais. C'est très marrant parce que Gaston, au départ, quand il est arrivé, quand moi j'étais petit, c'était un héros sans emploi. Ouais. Donc l'idée de Franquin, c'est de faire le contraire d'un super-héros, Oui, mais exactement. un anti-héros. Ouais. Tata. Waouh. Ah, je suis tellement jaloux. C'est beau, hein? juste trop. Ouais. Ce que moi, j'ai adoré en Gaston, c'était le dessin. Surtout les lignes, les formes. Parce que moi aussi, je dessinais. Ah ben oui. Et c'était juste apprendre avec les yeux, c'est voler avec les yeux. Je crois que Franquin, d'une part, était hyper angoissé. Oui. Et pour se rassurer, il voulait la perfection dans chaque petit détail. Et pourtant, il n'arrêtait pas de dire que c'était de la merde ce qu'il faisait. Donc, je crois que ce qu'il avait en tête était encore mieux que ce qu'il y avait sur le papier. Si on voit cette main, c'est pas du tout des petits boudins qui Non, bougent. C'est non. vraiment des Il y a os, une des tension. phalanges. Oui, exactement. Et Ouais. on voit l'ossature qu'il y a en dessous. Et là, le geste est incroyable. Mm. Le mouvement, le bondissement chez Franquin, c'est bluffant. Oui, oui. Mais Gaston, il est mort avec Franquin. Heureusement, on peut dire. Franquin ne voulait pas qu'on continue. Moi, je trouve heureusement. Ouais. Oui, oui. Ça doit être incroyable de travailler sur des planches comme ça. C'est très, très fascinant parce que le moindre petit détail agrandi sur l'écran montre la perfection de chaque détail, quoi. Ah oui, c'est super ça. Donc, à l'époque, il faisait un film du trait noir. Ouais. Mais quand on voit, par exemple, ici, Mhm. ça, c'est le film qu'ils avaient chez Dupuis. Donc, il faisait des copies Voilà. après des copies. Au fil du temps, Ouais. il recopiait les films et on perd de plus en Ah plus. oui. Il n'y a plus le trait, il n'y a plus rien. Et un jour, miracle, mais il n'y a pas si longtemps, Ok. un collectionneur dit « Ah, on a cette planche. L'original. » Et Wow. j'ai un bon scan de l'original. Donc, ici, quand on voit la différence entre ceci et l'original. Oui, c'est incroyable. Et alors, travail de remise en couleur par rapport à l'ancien qui était comme ça. Ah oui. Je sais pas. Il y en a qui préfèrent l'ancien, sûr. Oui, mais c'est aussi un peu la nostalgie. Peut-être. Votre travail, c'est un peu de diriger la Renaissance. On peut dire ça comme ça. Je vais faire des nouvelles cartes de visite. Oui, oui. Directeur de Renaissance, ça existe. Ça, c'est pas mal comme Pas titre. mal, je trouve, ouais. Ça donne un sens à ma vie. Oui. Oui. Et à la nôtre. Voilà. Si on peut partager, c'est bien. Oui. C'est amusant parce que là, ce qui est marrant, c'est que cette planche
est arrivé après l'impression du catalogue de l'exposition. Le catalogue est magnifique, mais c'est encore l'ancienne version, donc si on regarde de près cette planche-là, elle est moins bien dans le catalogue. Donc il faut attendre les prochaines publications. Oui, c'est là qu'on voit que la technologie, selon les époques, pouvait totalement saboter le travail d'un dessinateur. Souvent, par exemple, les couleurs étaient affadies, amoindries. Et quand vous voyez les originaux de certains dessinateurs des années 30, 40, 50, vous voyez des couleurs qui sont extrêmement agressives. Parce que les dessinateurs savaient qu'elles allaient perdre à l'impression. Donc, ils faisaient des couleurs fausses, en fait, pour que le lecteur, lui, en ait des vraies. Et je ne sais pas si Franquin faisait ça, mais c'était très fréquent chez Forest, chez des gens comme ça, de faire des couleurs très très violentes qui, aujourd'hui, quand on trouve les originaux, évidemment, surprennent un petit peu. Est-ce que tu as, Gérard, ce même type de problème pour les rééditions des Idées Noires? Pour les au niveau de la couleur, ça pas va. beaucoup. Non, nous, le matériel qu'on a, bon, c'est plus des films, c'est des scans et tout, sont assez bien. Le trait est assez, encore assez présent. On peut le comparer d'ailleurs parce que les Idées Noires, tu sais, en plus, moi j'ai pas vu les originaux, mais bon, lui en a, et puis, enfin, dans ton matos. Mais il y a eu une version, tu sais, une version originale qui a été éditée en grand format avec des facsimilés d'originaux. Et on peut voir justement la différence. Et on n'a pas trop perdu. En revanche, le souci, c'est sur les. J'ai remarqué ça justement sur le bouquin et sur le hors-série qu'on vient de faire. C'est qu'effectivement, il y a des traits fins qui disparaissent selon le type de papier, parce que ça boit beaucoup, ça boit pas, ou ça passe pas. Et c'est vrai que ça, c'est un problème aussi un peu insoluble. En revanche, ce qui est vachement important par rapport au travail qu'a fait Frédéric sur la couleur, c'est on peut avoir des débats sans fin sur les restaurations. Enfin, on n'est pas là non plus pour ça, mais tu parlais des anciennes bandes dessinées. Il y a par exemple eu dans les années 90 des nouvelles couleurs qui ont été faites pour Blueberry par exemple. Et effectivement, les Blueberry d'origine, les couleurs sont très criardes, très années 70. Et puis ils ont refait des couleurs un petit peu plus, on va dire, modernes. Mais du coup, voilà, pour le coup, on perdait un petit peu de la. On perdait un petit peu de la magie de ça, même par moments on comprenait différemment les planches. Et je crois que c'est pas du tout ce qui se passe. Alors je sais pas exactement ce que Janin a fait, mais il le dira. Mais je crois que là, de toute façon, tu as fait une recherche. Et puis de toute façon, Franquin t'avait dit lui-même, voilà. Tu savais quelle couleur il fallait prendre pour quelle situation, quelle chose, etc. C'est quand même c'est une restauration vraiment raisonnée. Et surtout, tu m'avais expliqué que les couleurs d'origine, Franquin donnait des indications, mais elles n'étaient pas toujours respectées. D'une part, elles n'étaient pas respectées. C'était le part, studio Leonardo qui les faisait? Oui. Oui. C'était le studio de coloristes de la Maison du Puy. Isabelle, la fille de Franquin, peut témoigner que presque chaque semaine, il était désespéré de voir le résultat dans le journal. Et je pense clairement qu'à un moment, il a abandonné même l'idée de risquer d'avoir un peu de satisfaction de voir son travail bien imprimé. Donc tu restaures des choses qui ne lui plaisent pas? Je restaure tant bien que mal les choses qui ne lui plaisent pas en essayant de tenir compte d'une série de critères qui sont les indications qu'il avait données. On a trouvé toute une série de dessins en couleur directe de Franquin et qui sont des merveilles. Il travaillait à la gouache, à l'Écoline. Il y a toute une époque, c'est en 1965 qu'a commencé la rubrique en direct de la rédaction. Et donc Delporte faisait des textes hilarants sur la vie quotidienne de la rédaction. Et Franquin a illustré ces rubriques et les dessins originaux sont comme ça. Il faisait la couleur lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que comme il ne devait pas donner une indication à un coloriste, il pouvait se permettre de ne pas mettre du trait partout. Ça fait une énorme différence au niveau du dessin, évidemment, puisque si les personnages sont si vivants et si bondissants chez Franquin, en tout cas dans ces illustrations-là, le fait de ne pas mettre le trait partout est très caractéristique. Et donc, je n'ai pas enlevé les traits dans les planches, forcément. Je n'ai fait que essayer de mettre en ordre tout l'univers de
la rédaction, les bureaux tout autour, parce que là aussi, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas trop si on est dans la salle de réunion où de Messmacher signe les contrats, si on est dans le couloir, si on est dans le bureau de Gaston. Donc il a fallu, avec Isabelle et avec les gens de chez Dupuis, trier tout ça, essayer de s'y retrouver pour que ce soit plus cohérent. Il y avait aussi il y a aussi une priorité, c'est la lisibilité. Franquin était obsédé du petit détail, mais avait envie qu'on puisse très vite comprendre le gag. Et donc, souvent, dans la mise en couleur, on a l'impression qu'ils ont un peu oublié ce critère-là. Et donc, si un objet est la base d'un gag et qu'il est étouffé par les couleurs qu'il y a autour, par exemple, les dessins qui sont à l'arrière-plan. Dans la rédaction, il y a souvent des dessins qui sont à l'arrière-plan. Si on les met en couleur trop vive, l'œil va regarder les dessins à l'arrière-plan et pas ce qui se passe. Donc, il y a le souci de lisibilité, ranger les couleurs par rapport au lieu et se baser sur ces dessins faits en couleur directe, en gros. Mais, j'ajoute encore un petit truc, c'est on a essayé de ne pas non plus décevoir les gens qui sont habitués aux couleurs de l'époque. Parce que tous les petits lecteurs n'ont pas envie qu'on chamboule tout. Donc il fallait aussi tenir compte de ce critère-là. Bref, un travail fou. Oui, parce que 7 ans. Tu dis que Franquin adorait les petits détails. C'est vrai que pour ceux qui ont vu l'exposition, qui vont la revoir, ou ceux qui ne l'ont pas encore vue, il y a quelques originaux, heureusement, dans cette exposition. Tous les détails sont soignés, quoi. C'est le petit chien qui fait 2 mm au fond, qui passe sur le trottoir. C'est pas n'importe quel petit chien, quoi. Il l'a travaillé un petit peu. C'est là qu'on voit son espèce de minutie presque maniaque qu'il avait sur chacune de ses cases. Et je disais tout à l'heure que Franquin, c'est quelqu'un qui était très moderne, en fait, notamment en matière de goût artistique. Et regardez, alors son goût évidemment des machines et des engins, parce que Gaston représente Franquin dans cet amour-là, mais même une table, une chaise, un meuble derrière, c'était souvent le dernier cri du design des années 60-70, qui a été la grande période du design, il faut le dire, et il était très 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 au courant. Et dans une autre série qui vous ne pouvez pas voir ici, qui était Modeste et Pompon, par exemple, qui était une série familiale qui se passait à l'intérieur de maisons, puisqu'il y avait la maison de Modeste et celle de Pompon, puis ils allaient l'un chez l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'une semaine sur l'autre, puis c'était là aussi des gags en une planche ou en 2 planches, dans le salon de l'un ou de l'autre, chaque semaine, les rideaux avaient changé. C'était des textiles nouveaux avec un décor nouveau. Et vraiment, il en mettait, on sentait qu'il aimait ça. Et pareil pour l'urbanisme. Dans les années 60, c'est la grande période, bon, en France, la période où on va commencer, et en Belgique aussi, à casser tous les vieux quartiers pour construire des quartiers modernes. Et cette espèce de destruction d'une France qui est en train de mourir, ou d'une Belgique qui est en train de mourir, personne ne l'a mieux dessiné que Franquin. Mais ça, c'est pas des choses qu'on voit au premier plan, c'est des choses qu'on peut voir quand on regarde, quand on relit. Franquin, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut relire, comme on relit Balzac, comme on relit Zola, comme on relit des gens comme ça, parce que sans arrêt, on trouve des choses nouvelles. Tu parlais des petits détails. Il y a une chose qui me revient, c'est que, puisque, bon, on va parler un peu des idées noires tout à l'heure, il y a un graveur lorrain d'ailleurs du XVIe siècle dont Franquin rappelle un peu ce type, c'est Jacques Callot, pour ceux qui connaissent. Et moi j'ai remarqué ça, chez nous, j'ai chez moi la foire de l'Impruneta grossie 2 fois, de Jacques Callot, et c'est exactement ça, c'est-à-dire le moindre petit détail derrière. On voit la foire, donc il y a des milliers de personnes, tous ont leur personnalité, leurs détails. On voit même, si on regarde bien, des chiens qui copulent dans un coin de la foire, etc. Et je pense qu'il y a ce même souci du détail que justement des graveurs comme Jacques Callot et autres. Je pense qu'il aurait été graveur dans un autre temps. Et je suppose que ça correspond à une vraie angoisse de la part de Franquin. Ce qui est marrant, c'est que, comme disait Delporte, Franquin sait qu'il dessine mal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais à côté de ça, il était fasciné par le dessin de Maurice, qui est
à l'extrême opposé. Donc quand Maurice doit dessiner un troupeau de vaches, il fait 2 vaches et 3 silhouettes derrière. Et la planche de Franquin avec toutes les vaches qui sont troublées par le graphophone, ben, il y a 250 vaches, je crois. Donc c'est cette fascination-là. C'est très bizarre, en fait. Il ne s'acceptait pas. Et je crois aussi que Franquin, comme il a été le modèle, donc si on voulait travailler dans Spirou, il fallait faire du Franquin. Donc pendant des années, et je crois que lui, il était très mal à l'aise avec ça. Du coup, chaque fois que quelqu'un le pompait, il avait envie de passer à autre chose. Et donc, son style n'a pas cessé d'évoluer, en fonction des nouveaux instruments aussi, quand le rotring est arrivé, quand le marqueur-pinceau est arrivé. Oui, il était plutôt du clan des Jérôme Bosch ou Dubout, qui soignaient aussi leurs personnages complètement au fond de l'histoire. Et puis c'est vrai qu'il y a des dessinateurs qui au contraire vont vers la simplification maximale. Et curieusement, Franquin adorait ça. Et oui, il adorait Rézère, il adorait Sampé, il adorait Bretéché, tout ça. Voilà. On va parler un peu du lettrage. Alors maintenant, Pierre, tu as aussi un petit document. Tu veux montrer avant, tu veux montrer après? Comment tu préfères en parler d'abord? On va le montrer pendant, ouais, c'est ça, parce d'accord. que c'est quand même... on parle des... Non, ça va aller. Alors explique-nous ce que tu as fait déjà. C'est un peu étrange de venir avec des... On parlait de détails, mais là, c'est des détails de détails. Oui. Surtout que ça s'inscrit... Bon, donc on va parler de lettrage un tout petit peu, et c'est quand même très très fort lié à cette drôle d'aventure éditoriale en cours chez Dupuis, où il faut rééditer des choses en permanence, une grosse machine. Et donc c'est un boulot complètement en cours aussi, qui n'est pas du tout aussi avancé que la colorisation. Je ne sais pas si ça prendra 7 ans, mais je crois que c'est un peu infini. Et ça, je peux aller vite, mais je lisais récemment qu'il y avait une très vieille règle chez Dupuis, mais c'est plutôt au fin des années 40, où il fallait... c'était pas que chez Dupuis, c'était par rapport à la censure, à l'élévation du public, il fallait 1/3 de texte. Là, Franquin a pas mal tourné autour, mais entre autres, toute cette question des onomatopées. Et donc, il y a une demande qui est arrivée, un peu organique, hein, ça se passe comme ça, avec... Sergio Honoré, ça arrive par un côté comme ça. Donc là, on était encore très très fort dans le début, c'est-à-dire plutôt la période Spirou. Donc cette idée de quel lettrage, avec S, pourrait rendre compte, pourrait rendre justice à toute une série d'usages qui sont plutôt des usages dérivés dont on parle rarement, et sans doute à raison, qui sont les traductions. Les traductions sont épouvantablement mal lettrées en général, ou mal lettrées, mais aussi des choses autour de l'édition, et les expositions, et et même le merchandising. Et donc un espèce de chantier qui n'avait pas d'objectif ultra précis, pour lequel on a commencé à collecter. Donc ici, on voit surtout la période d'une certaine autonomie graphique, donc un blanc-bec pour parler de ça, mais disons début 50, quand le trait de Franquin et surtout son lettrage commence à s'autonomiser par rapport à JG entre autres, et qui va jusque... On s'est arrêté quand ça a commencé à faire vraiment peur en termes de diversité, donc quelque part fin des années 60. Alors, bon, on peut faire un truc c'est presque comme je crois que c'est GG qui parle d'une espèce de thèse, c'est pas du tout une thèse, mais voilà, on classifie les didascalies ici, c'est l'italique, Franquin connaît tous les codes, différents types de lettrage pour des onomatopées, et le typographe s'intéresse à quand c'est sur une ligne droite ou quand c'est sous une ligne courbe, parce qu'après il va falloir les rendre. Et puis l'incroyable variété de lettrage qui se trouve dans le décor. Malheureusement, on ne pourra pas tout de suite attaquer ça, mais il y a effectivement, Franquin était excellent observateur de ce qui se passait en typographie dans son temps, et puis aussi ce qui n'est pas des lettres latines en tout cas. Et des choses très rares comme les chiffres, puisqu'il y en a peu, mais quand on doit prévoir une police, ou des polices, il en faut. Et quoi ça? Ouais.
Et donc, bon, pour partir de quelque part, on se base sur quelque chose où il y a un rapport à la typographie qui est un peu moins distant que par exemple ce qu'il y a dans les phylactères, où c'est plus du lettrage. Et ici, c'est tout le lettrage des titres de Spirou et Fantasio. Et là, on voit, bon, à un moment donné, en tout cas, on est en 56. Il y a l'album Dictateur et le champignon qui est encore largement inspiré par le lettrage disons, d'école Marcinelle ou même franco-belge au plus large. Et juste après, voilà, c'est chacun ses in, ses obsessions. On peut voir que le U s'abaisse un tout petit peu et commence à devenir vraiment nettement plus autonome dans la manière de lettrer. Et c'est cette manière de faire de Franquin, qui ne va pas arrêter de changer par après, qui se montre là, selon moi. Bon, et Franquin qui regarde, semble-t-il, moi j'étais pas là, donc j'écoute, je prends mon crayon quand on est j'écoute beaucoup, j'essaye de comprendre le contexte de l'époque. Il y a encore énormément de morceaux qui nous manquent, sans doute ça va manquer à jamais, mais les polices de l'époque, on est à un moment donné où le modernisme arrive, où on essaye de faire les polices les plus lisses possibles, hein, puisque l'univers Bolt, là, c'était un typographe suisse qui travaillait en France, qui disait qu'il fallait surtout pas qu'on se souvienne de la forme de la lettre après l'avoir lue, un peu comme la cuillère dans le cornflakes. Donc voilà, mais c'est pas du tout Franquin, mais il regarde tout ça. Et y compris des trucs un peu plus kitsch, kitsch super génial, de l'Eurostyle, de Novarez en bas, inspiré des écrans de télé, etc., qui arrivent. Et quand on regarde dans le détail chez Franquin, on se rend compte que c'est vraiment un lettreur qui fait ce que font les typographes depuis très très longtemps, par exemple les pièges à encre, comme on les appelle, c'est-à-dire l'ouverture aux endroits où sinon les techniques d'impression auraient tendance à empâter les coins. Oui. Oui, mais c'est ça, exactement. Dans le lettrage, en fait, on fait ça. Et ça existe. Donc voilà, on commence par faire des polices comme on le fait, entre guillemets, classiquement. Bon, le classicisme dans le monde numérique, ça fait, disons, 25 ans, par le bord. Ouais. Et avec toute cette question des traductions, puisque ça va être... Il y a 45 langues, je crois, pour certains albums, donc il faut aborder en tout cas tout ce qui est... Et puis collecter un maximum de lettres et de variations, puisque c'est ça évidemment qui rend dingue un typographe, c'est de dire ok, ce n'est pas de la typographie, c'est du lettrage, c'est une graphie comme disent certains, c'est sans doute le mot plus juste, avec une variation assez infinie et ça c'est une toute petite parcelle qui s'étend évidemment sur 20 ans là, avec des régularités étranges, comme le fait que c'est quasi toujours la même graisse, ou en tout cas il y a peu de variations de graisse. Et dans les R, c'est vraiment du gâteau, ou à s'arracher les cheveux, si on veut imaginer en faire des polices. Puisque les polices numériques, encore en 2016, c'est fait comme il y a 550 ans du temps de Gutenberg, c'est une forme par lettre, qui ne bouge pas, sauf qu'on l'agrandit, on peut la déformer, enfin normalement on ne peut pas, mais techniquement il y a moyen de la déformer, mais ce n'est pas plein de formes comme ça, c'est pas du lettrage. Donc il y a toute une question de comment on va faire. Alors bon, on passe par des étapes un peu intermédiaires, comme s'intéresser aux polices qu'il y a autour, police que semble-t-il Franquin connaissait bien, parce que quand on la voit, je devrais en ramener ici d'ailleurs dans cette présentation, quand on voit comment il la dessine, ce qui était juste pour les gens du studio, hein, comment il la dessine très très bien, cette espèce d'Elzévir large. Et ça, c'est un peu des gâteries de typographes sans doute, mais au-dessus, c'était la police disponible, une police américaine que les éditions Dubuis utilisaient, et en dessous, c'est celle qu'on a proposée pour être un petit peu plus proche de la finesse de... Et puis, quand on doit éditer les albums, il y a toute cette question du titrage, où là, toutes les lettres sont différentes, et ça se voit très très fort, surtout que c'est des lettres grandes de 4-5 cm. Et donc, cette question de rendre, et là, c'est pas mon ordinateur, donc difficile de faire une démo, mais l'idée, c'est d'avoir, peut-être que je peux ici agrandir un peu...
Oui, il faudrait que je... Ah non, mais il ne veut pas. Oui, oui. En fait, ici, on le voit, peut-être vous le voyez, mais ligne par ligne, a priori, il n'y a pas de lettres les mêmes. L'idée, c'est que quand on édite, et surtout quand on n'est pas à côté du graphiste qui édite, oui, c'est un PDF, il y a peut-être... WF là, et puis le WF là, par exemple. En fait, il n'y a pas une infinité. Pour certaines lettres, il y a 10 variations, pour d'autres, il y en a 5. Il y a un certain nombre de lettres qu'il n'y avait d'ailleurs pas, donc on a dû générer. C'est du boulot de faussaire qu'on peut voir d'ailleurs. Il y a une critique tout à fait acceptable, enfin, plus qu'acceptable, réelle, c'est du kitsch dans un sens, puisqu'on refait des choses qui n'existaient pas. L'idée, c'est que quand on édite dans toute une série de langues, il y a des petits exemples là, ça ait un rapport avec comment a été édité l'album ici dans les années fin des années 70, hein, je crois, c'est plus ou moins. Et même si on sait qu'on doit faire le deuil de, ça sera jamais Franquin qui vient lettrer. Et donc dans ce boulot, il y a des expos, donc le faire en très très grand aussi. Et comme il y a plein de lettres, mais qu'il y a plein de lettres plus plein d'accents, ça fait à chaque fois plus ou moins 1 millier de signes à générer. Et là, on attaque. Après, il y a les phylactères. Donc au plus, on commence vraiment par le bord parce qu'on est un peu intimidé. Enfin, on reste très intimidé. Et puis progressivement, essayer d'attaquer les phylactères, les onomatopées. La collecte des lettres, y compris avec des lettres qui ne sont pas dessinées par Franquin, parce qu'au début de Gaston, enfin pendant des centaines de gars qu'il a bossé avec JDM, c'est d'ailleurs, on découvre progressivement comme ça, enfin moi je découvre que c'est la manière d'identifier une planche sur laquelle JDM a travaillé, une planche sur laquelle il n'a pas travaillé, c'est le lettrage, parce qu'il est suffisamment différent. Oui. Mais ça se complique parce qu'il y a des planches qui ont été dessinées par Franquin et lettrées par JDM et vice-versa. C'est très compliqué. C'est une foire d'empoigne. Je crois qu'eux-mêmes s'y perdaient. À un moment, Franquin et JDM se sont mis autour d'une table pour essayer de répartir qui avait fait quoi et c'était un mystère. Parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur, je crois. Sans doute. Ouais. Bon, voilà. Donc on le regarde par un bout, ce bout-là, et on va attaquer ça. Bon, Franquin n'attaquait pas le lettrage que par l'ancrage. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient par la soustraction, par la gouache. Encore une caractéristique d'un bon lettreur. Et c'est ce qui donne une partie de ce piquant qu'on retrouve un peu partout. C'est beaucoup plus simple de le faire par la soustraction. Et on voit que même dans des petites lettres, hein, un peu partout dans les phylactères, les N, les F, il vient comme ça en découpe. Et le chantier sur lequel on est, qui est difficile à montrer aussi, mais qui est cet essai de rendre compte de la variété très 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 large de lettrage que Franquin a déployé, pas seulement pour les albums, mais aussi pour le journal. Tout ce continent-là, à travers une manière de faire qui s'apparente, qui est plus proche en fait du lettrage que la typographie, c'est de dessiner les lettres par leur squelette, c'est-à-dire par le centre, plutôt par le bord, comme on fait en typographie normalement, et à partir d'un seul mètre, d'une seule forme, pouvoir, en fonction de certains critères, déformer à l'envie. Ici, d'ailleurs, il y a des endroits où on est vraiment en dehors du champ que Franquin a raison d'ailleurs s'autoriser. Le dernier lettre, là, le dernier R rangé du milieu près de moi, il est vraiment moche, mais c'est aussi pour tester cet algorithme. Donc assez bizarrement, pour faire du Franquin, on fait des maths, parce que là c'est un système qui n'existe pas sous une autre forme. C'est un vieux système des années 80 qui n'a pas été édité sous une forme de... Donc c'est purement expérimental. On ne sait pas encore si on va vraiment y arriver. Ça commence à donner des meilleurs résultats. Je n'ai pas ici, dans le PDF, je ne peux pas montrer des animations. Mais voilà, ça commence à vibrer, disons. Tu vas y arriver. Là où ça se complique, c'est que le lettrage des planches... des années 70 n'est pas le même qu'en 57. Évidemment.
l'évolution graphique, il y a l'évolution de la typo. Tous les aussi. 2-3 ans, ça commence à se sentir vraiment fort. On ne peut pas trop tricher. Et puis il y a l'arrivée des marqueurs aussi. Ouais. Justement, c'est ce qui est intéressant dans une intégrale, puisque maintenant on vit l'époque où beaucoup d'éditeurs, en particulier Dupuis, fait un énorme travail sur son propre patrimoine. Dans une intégrale, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution aussi d'une œuvre. C'est comment le dessin bouge, comment même la qualité des gags, comment effectivement le lettrage, les couleurs. Si on devait uniformiser ça pour que ça fasse un tout, ce serait une catastrophe. Mais ils l'ont fait, malheureusement. Oui. Dupuis l'a fait fin des années 80. Ils ont décidé de tout uniformiser. Donc, ils ont recolorié tout Gaston avec la même couleur d'espadrille, la même couleur de pull. Et c'était une grossière erreur. Enfin, aujourd'hui, on dit que c'est une erreur. Peut-être que dans 10 ans, on dira que ce qu'on fait aujourd'hui est une erreur. Il y a beaucoup de tentatives en ce moment comme ça dans l'édition de moderniser. Je pense par exemple à l'édition des Martine, des albums de Martine qu'on est en train de faire modifier par des dessinateurs. On peut imaginer comme ça qu'on pourrait réécrire Shakespeare aussi, ça lui ferait du bien, il serait plus moderne. Je veux dire que quand même, dans l'édition, il y a quand même un nombre de crétins dangereux dont il faudra un jour se débarrasser. Il y a aussi une chose importante. Si je peux faire un peu de provoque 2 secondes. Oui, mais il a dit une chose importante, c'est que, dans les années 80, voilà, on a tout uniformisé, on trouve aujourd'hui que c'est une hérésie, peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera une hérésie pour dans 10 ans. Le problème, pour moi, se pose moins avec Franquin, dans la mesure où, comme on l'a dit au départ, les couleurs d'origine ne sont pas celles qu'il voulait. Donc à partir de là, je trouve qu'il est vachement... Enfin, c'est vachement important le boulot qui est fait sur les couleurs actuellement, puisque finalement, chose assez rare, mais la restauration est peut-être plus proche de ce que souhaitait Franquin que ce qu'on connaît, nous, jusqu'à maintenant. Et que les premières éditions, d'habitude, on se réfère toujours aux premières éditions en disant voilà, c'est ce que l'auteur voulait, la machin, tout. Mais non, là, pour le coup, pas forcément. Et peut-être que la restauration est plus proche de ce que, artistiquement, Franquin cherchait que ce qui avait été fait au tout début. Donc la question se posera peut-être pas dans ces termes, je pense, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, sur la restauration. Avec chance, on ne sera plus là pour le... Il y a une autre... Ça, c'est vrai que toi, c'est tu ne seras plus là, moi, je serai encore là. Il y a un autre truc important, je crois, c'est de documenter ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, on n'a aucune idée comment ça sera vu dans 10 ans, 20 ans. Ça sera peut-être même encore pire. Mais qu'au moins, on sache, qu'au moins, il y ait un espèce de jalon et que ça... qu'il y ait moyen de réfléchir là-dessus et que ce soit un processus qui soit un peu partagé. Parce que souvent, ça a été fait en stummelings, comme on dit par chez nous. Ça a été fait en douce, en cachette, et tout s'est perdu comme ça dans une espèce de gros magma. Et ça, c'est quand même dommage. Quoi. Assez curieusement, l'uniformisation de la fin des années 80 s'est faite du vivant de Franquin. Et je crois que Franquin, à ce moment-là, il a tout à fait laissé tomber. Il a dit faites ce que vous voulez, mais ce n'était pas à son goût. Mais c'est là où je crois qu'on atteint vraiment la vraie problématique de la restauration et de la conservation. Moi qui viens des archives et de ces métiers-là, moi je suis... oui. Tu touches rien pourtant. Alors, donc, non, mais le travail qui est fait là, que tu fais là, toi sur les typos, toi sur les couleurs, etc. En plus, vous documentez ce que vous faites. Tout ça est vraiment extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est, on a parlé au début de, voilà, tu me posais la question sur, oui, comment sont les originaux aujourd'hui à Fluids, etc. Et ça, c'est des questions qu'on se pose qu'aujourd'hui, mais on essaye de rattraper le coup, etc. Et c'est vachement important de conserver, de documenter. Finalement, nous, je le fais sur Gottlieb, je l'ai fait un peu sur Franquin aussi. Mais on revient en arrière pour essayer de retrouver ce qui a été fait, pourquoi, on retrouve des inédits, pourquoi, parce qu'à l'époque on s'en foutait, dire oh, c'était publié là, puis hop, c'était oublié. Et j'avais appris quelque part que Maurice était un des seuls auteurs de BD où on a tous les originaux parce qu'il n'en donnait aucun et qu'il gardait tout. Et donc du coup aujourd'hui, c'est super facile de faire une intégrale Maurice, de revenir aux originaux parce qu'ils ont tout. Et des gens comme Gottlieb ou comme Franquin, ils distribuaient aux 4 vents leurs originaux, etc. Et d'ailleurs, toi et Isabelle, vous avez fait un appel là, pour que les gens vous envoient les scans des originaux, etc., les collectionneurs. On continue à le faire, d'ailleurs. Isabelle, c'est la fille de Franquin, pardon, celle qui s'occupe de son œuvre. Il faut préciser un peu quand même. Alors là vous avez un peu l'envers du décor. D'habitude, quand on achète une BD, on voit juste le produit qu'on a sous les mains. Et c'est vrai que la restauration, on voit le travail qui est fait. Et je trouve de plus en plus, le travail de restauration
Alors, la restauration ne sera jamais parfaite, dans l'art, quel que soit l'art d'ailleurs. En revanche, la restauration telle qu'elle est faite aujourd'hui par les gens qui font ça bien, elle va, comme tu disais aussi tout à l'heure, par de la documentation, par autre chose, et puis surtout par un retour en arrière possible. On voit le drame qu'il y a eu, très drôle d'ailleurs, de la nana qui avait restauré le Christ dans l'église, je ne sais plus où, en Italie. Bon, mais ça, c'est des choses vachement importantes. Et moi, je suis... Il n'y a pas si longtemps, il y a une quarantaine d'années, un éditeur comme Marie-Jacques, par exemple, lorsqu'il sortait une nouvelle revue qui n'avait pas le même format que la précédente, il prenait les originaux de Calvo, enfin tous les plus grands dessinateurs, il découpait ça, il recollait ça et il remontait l'histoire. On les trouve aujourd'hui parfois dans les ventes à Drouot où les commissaires sont obligés de... Enfin, les vendeurs sont obligés de préciser planche remontée, parce que si vous ne dites pas que c'est remonté, oulala, vous commettez une faute professionnelle grave. Restons sur Franquin. Franquin à fluide glacial. Il y en avait un qui reprenait les bandes de... Je ne parle pas de toi. Hein, ah bon, pas. Ouais, non. Il y en avait un qui prenait 4 dessins de Franquin, puis qui faisait 3 pages avec. Il faisait 3 pages avec, oui. Ça s'appelait Marcel Gottlieb. C'est Gottlieb pour la fameuse, slow burn. la fameuse histoire que, slow burn, les voilà. 2 petits chats qui font l'amour, qui est une merveille. Hein, et puis il ne demandait pas l'autorisation. Pour ça, si c'était prévu d'avance. Mais il y a d'autres. Il a rebidouillé des dessins de Franquin qui s'en foutaient, je pense, d'ailleurs, de toute façon. Oui. Et sur plein de trucs. Dans Fluide glacial, dans ce qui est paru hors Idée Noire, il y a plein de tripatouillages de Marcel là-dessus, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, on aimerait bien un jour sortir tout Gaston du début à la fin en partant des originaux. Mais il y a des originaux qui ne sont pas là. Donc là aussi, la technologie d'aujourd'hui permet de faire un scan très très haute def de vieilles publications, d'essayer de nettoyer l'ILU pour oui, il faut penser qu'il y a probablement des originaux de Franquin en pagaille qui ont fini simplement à la poubelle. Sans doute. Et il arrivait parfois que des gens bien intentionnés empêchent des fois des éditeurs de mettre des milliers de planches à la poubelle. Je pense par exemple à un scénariste qui s'appelait Raymond Maric et qui avait empêché que des dizaines de milliers de planches partent à la poubelle de la maison d'édition qui éditait Les Pieds Nickelés et au moment où elle a fait faillite. Et il a récupéré tout ça, il a passé après des années à chercher, pas forcément les dessinateurs parce que beaucoup étaient morts, mais leurs ayants droit pour essayer de leur rendre. Seulement c'était compliqué parce que les auteurs populaires produisaient beaucoup. Et Raymond Maric racontait qu'il avait retrouvé les traces d'un très très grand dessinateur populaire qui s'appelait Raphaël Marcello et qui était reparti en Italie d'où il était originaire. Et Marcello, au téléphone, lui dit « Quoi, tu as 5000 planches de moi originales ? Mais moi, j'en ai 70 000, tu peux les garder, j'en veux pas, j'en ai rien à fiche. » Et pendant toutes les années qui ont suivi, Maric, dès qu'il tombait sur quelqu'un qui adorait Marcello, lui faisait volontiers cadeau de planches originales de Marcello. C'était comme ça. Ça n'avait absolument aucune valeur. Tout le monde s'en fichait. Et puis tout à coup, ça a commencé à prendre cette espèce de marché. Ça a commencé un peu avec Hergé, avec Franquin. Franquin est le premier dont une planche a dépassé le million de francs à l'époque. Hergé, prends ça dans ta gueule. Hein? Hergé, prends ça dans ta gueule. et puis alors maintenant, c'est la folie furieuse. Tous les dessinateurs pensent que leurs planches valent très 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 cher. Évidemment, quand ils essaient de les vendre, ils sont très déçus parce qu'il n'y a qu'une cinquantaine de dessinateurs qui se vendent cher, les autres ne se vendent pas. Il faut quand même bien le dire. Je crois qu'il y a tout de même des jeunes dessinateurs qui sont conscients que... Toi, ça se vend cher ? Non, moi, ça se vend pas cher du tout. Ce que je veux dire, il y a un parallélisme amusant à faire entre les dessinateurs de BD d'aujourd'hui qui vendent les originaux, ce qui permet de ne pas devoir vendre trop d'albums, parce que c'est difficile de vendre beaucoup d'albums. Et à côté de ça, il y a des musiciens qui reviennent sur scène et qui ne vendent plus de disques, mais qui font du live. C'est presque la même chose. Oui, j'aime bien faire des comparaisons comme ça. Okay. Bon, peut-être on pourrait on vous voit pas. Voir un peu. On vous voit pas. Il faut que vous sachiez. Ah, mais il y a personne. On va quand même vous laisser un peu la parole si vous avez des questions ou des témoignages. Comment ?
t'as pas dit assez idées noires, tu dois un peu... Bon, on va Alors, lui poser les une idées première noires. question là-dessus. Quelqu'un de la salle, alors moi ou lui, te pose une question sur les idées noires. Alors, raconte-nous pourquoi tu réédites les idées noires maintenant. On dit que c'est Est-ce Gaston pour faire trempé du dans la Parce pognon? que Est-ce je que- réédite les idées noires parce qu'on m'a forcé la main. Parce que moi, je voulais pas faire ça. Je voulais faire 100 pages de Gérard Viry-Babel, ils n'ont pas voulu. Et donc, non, en fait, les idées noires, pourquoi ? Parce que, donc à Fluide Glacial, depuis 4 ans, on relance vraiment, par des hors-séries, mais pas que, la reddition du patrimoine du journal, et en tout cas la revalorisation du patrimoine du journal. Et on a un hors-série patrimonial donc, que je dirige à chaque fin d'année. On a fait Gottlieb, bien sûr, pour ses 80 ans. On a fait les Bidochon, on a fait les 40 ans du journal. Et puis c'est l'année dernière, l'Indingre me demandait, donc l'Indingre, le rédac-chef de Fluide Glacial, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais pour cette année ? Fais-moi une liste. » Et je fais une liste avec Franquin tout en bas de la liste. J'avais mis Alexis en haut pour tout vous dire. Et il m'a dit, bon, Alexis, on aimerait tous bien, mais si on fait ça, on va mettre la clé sous la porte, parce que malheureusement, ça ne se vend pas. Et il dit, mais ouais, Franquin, il faut faire Franquin, pourquoi tu l'as mis à la fin ? Je lui ai dit, je l'ai mis à la fin parce que l'année dernière, Lire a fait un spécial Franquin. Je ne dis pas que tout a été dit sur Franquin, mais nous, on n'a que les idées noires, on a déjà une intégrale, j'ai pas envie de faire une redite. Je ferai Franquin si je trouve un... Je veux bien faire Franquin, mais j'adorerais faire Franquin. Mais il faut qu'on trouve un angle original pour parler de ça, parce qu'on ne va pas vendre quelque chose qu'on fait déjà, quoi. Et c'est justement en parlant avec... lors des 40 ans du journal, on a fait 12 albums, un par mois. On rééditait un album qui a été mythique à Fluide, d'un auteur différent. On a fait Gottlieb. Et donc Franquin, on a réédité le premier tome des Idées Noires en luxe, avec 8 pages de bonus que je devais faire à chaque fois. Et j'avais interrogé, à chaque fois je devais interroger les auteurs. Alors évidemment pour Franquin, je l'ai interrogé lui, donc Frédéric. Et à un moment, je lui pose une question, c'est vrai, quelque chose qui me gênait depuis longtemps. C'était par rapport à la dépression de Franquin. Et j'ai toujours été gêné, moi, personnellement, par le fait qu'on associe systématiquement la dépression de Franquin aux idées noires. Et moi, quand je lisais les idées noires, j'avais du mal à imaginer que ce soit l'œuvre d'un auteur dépressif, directement, enfin, lié à ce qu'il faisait. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Et c'est Jeannin qui m'a dit non, mais... oui, il était dépressif d'une certaine manière, mais on a beaucoup exagéré là-dessus. Non pas sur le fait qu'il était dépressif, mais sur le lien avec les idées noires. Et puis je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir là-dessus. J'ai dit, ben voilà, je crois que ça y est, j'ai trouvé mon truc et je vais partir là-dessus. Alors mon but n'était pas d'enfoncer des portes ouvertes ou de renverser la table en disant tout ce que vous avez dit depuis 40 ans, c'est des conneries. Mais plutôt de dire, voilà, on va reprendre les idées noires, on va reprendre tout depuis le début. On va prendre ce qu'il a fait à cette période-là, c'est-à-dire les années 70. En plus, c'est 77, les idées noires, donc ça avait 40 ans. Et j'ai dit, ben, on va essayer de contextualiser ça et puis de comprendre pourquoi Franquin décide de faire les idées noires. Est-ce qu'il était dépressif ou pas ? Est-ce qu'il était très dépressif ou juste un peu dépressif ? Est-ce qu'il était dépressif chronique ? C'était quoi la dépression de Franquin dont on parle comme juste, voilà, Franquin était dépressif, point. Et donc, bah voilà, j'ai essayé de contextualiser ça. Alors, je suis resté, en parlant des idées noires, je suis resté vraiment sur les années 70, puis début des années 80, puisque le premier idée noire date de 77, dernière de 81. Mais je suis remonté un petit peu avant, où son trait commence un petit peu à changer, où il teste des choses, il découvre le rotring, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et je suis aussi allé un petit peu avant, dans Spirou et dans Gaston, pour trouver aussi les autres origines des idées noires. Alors bon, tout le monde parle de ça dans les articles, sort cette phrase qui est très intéressante, qui dit les idées noires, phrase de Franquin qui dit les idées noires, c'est Gaston trempé dans la suie. Je crois que c'est vraiment une très très bonne définition des idées noires.
Mais je crois qu'on peut remonter dès les tout premiers Spirou, devant Radar, le robot et autres, pour trouver aussi d'autres origines lointaines des idées noires, notamment son problème avec la guerre et les armes à feu. Et, moi, je crois qu'il faut Radar, le robot, que j'ai redécouvert du coup, parce que j'aimais pas du tout cette BD. Et maintenant, c'est peut-être mon Spirou préféré, bizarrement. Assez génial de ce point de vue-là. On voit bien dans l'expo, c'est un des bons aspects de l'exposition, justement les échanges entre Franquin et l'éditeur Dupuis sur un certain nombre de remarques que font les commissions de censure ou sur les règles qu'il faut maintenir par rapport à l'armée, par rapport à la police, par rapport à la religion. On sent bien qu'il est bridé là-dessus, en particulier par rapport à son antimilitarisme qui éclate vraiment dans les idées noires. Où, moi, je pense que les idées noires, c'est beaucoup plus positif que dépressif. La dépression de Franquin, c'est QRN sur Bretzelbourg, surtout. C'est à ce moment-là où là, il plonge. Il a fait vraiment une vraie dépression. Tu dis plusieurs choses. Ouais. Merde, du coup, j'ai perdu le fil. Je peux en dire d'autres si tu veux. Non, tu m'as dit un truc vachement qui va interpeller. Oui, effectivement, les idées noires, c'est pas juste négatif. C'est pas juste. Il y a des idées noires qui sont extrêmement positives. Oui, qui vont bien avec... Enfin, qui sont optimistes. Ouais, c'est pas juste pessimiste. Oui. Voilà, mais par exemple, à la même époque, il fait, par exemple, on les voit dans l'exposition aussi, des affiches pour Amnesty, contre la torture, qui sont terribles d'ailleurs, qui sont vraiment terrifiantes. Alors il y a eu plusieurs affiches, mais il en a fait une, lui. Janin en a fait d'autres. Oui. D'ailleurs, à chaque fois, c'était Delporte, le scénariste. Oui. Et, non, bah, mais là, il se lâche. Alors, Amnesty, c'est des trucs qu'il ne pourrait pas faire chez Amnesty, c'est avant les idées noires. Oui. Et je crois qu'elle aurait pu être intégrée aux idées noires. Ce serait la plus noire de toutes les idées noires. Mais avant ça, il a fait d'autres choses qui vont dans ce sens. Ce qui est intéressant, je crois que les idées noires, c'est vraiment pas juste un truc noir, en fait. Ça peut être... C'est aussi... pour moi, en fait, au bout, si tu veux, si je devais tirer une conclusion du travail que j'ai fait, ou plutôt qu'on a fait ensemble, sur les idées noires, c'est... j'ai trouvé un vrai lien avec... pour moi, les idées noires, c'est une catharsis. C'est-à-dire que Franquin, il fait les idées noires un peu... Le monde le déprime, comme on dit, oh, ça me déprime. C'est-à-dire que ça ne le déprime pas au sens pathologique du terme. Le monde... Enfin, la manière dont sont les hommes, comment on pollue la Terre sans se poser de questions, comment l'industrialisation, tout ça le déprime au sens léger du terme déprime. Mais ça le mine aussi, et puis il dit bon, il faut en parler, et il trouve cette idée de faire les idées noires, de parler de tout ça, et c'est une manière pour lui de contrer, de conjurer, on va dire, les horreurs du monde en les posant sur le papier et en faisant de l'humour avec. Et cette période-là, la période où il fait les idées noires, c'est aussi en 1977, dès 1972, il y a l'écho des savanes, il y a en France en tout cas, la bande dessinée se libère, ce qui ne se passe pas forcément en Belgique. Et puis, alors plus que d'être bridé, comme tu disais, voilà, c'est ça, je retrouve. Alors, je parle sous ton contrôle, mais j'ai le sentiment que plus que de se sentir bridé lui-même, c'est plutôt la direction que prenait le journal qui lui posait beaucoup de soucis. Il y a des problèmes de rédaction en chef à j'ai cette remis époque-là. Je parle dans le truc, alors j'ai pas pu mettre tout ce que j'aurais voulu en iconographie, mais j'ai retrouvé la fameuse maquette du Messerschmitt telle qu'elle est présentée dans Spirou, et c'est terrible. C'est présenté comme ça, un formidable engin, le Messerschmitt, quoi. Et ça, c'était Thierry Martin. Magnifique, machin. Bon, et ça, c'était toutes les semaines. Là, j'en cite un, mais c'était au début des années 70-72, c'était toutes les semaines. Il y avait un truc sur la guerre, il y avait une BD sur la guerre, un truc, et ça le rendait fou. Pour les auditeurs, si je peux dire, qu'on est passé à Spirou d'un rédacteur en chef qui était absolument génial, qui s'appelait Yvon Delporte, qui était un grand humoriste, un homme très très ouvert, on va dire aussi un homme très à gauche, très moderne, qui a été viré et qui a été remplacé par un rédacteur en chef qui était exactement l'inverse, qui était un homme, on va dire poliment, très réactionnaire,
Thierry Martins, et qui lui était complètement fasciné par les choses guerrières sans problème. Et c'est sûr que Franquin avait trouvé en Delporte un complice extraordinaire. Ils ont énormément travaillé ensemble. Delporte a fait beaucoup de scénarios pour lui, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Il avait le rédacteur en chef idéal. Certain qu'avec Thierry Martins, c'était pas tout à fait la même chose, et que ça, il y avait de quoi être déprimé. Ça, je comprends très bien. Quand tu es dans un journal où il y a un rédacteur en chef à qui tu t'entends pas, par exemple, je pourrais en parler un peu personnellement, c'est dramatique, parce que d'un seul coup, on sent une espèce de chape de plomb qui vous tombe dessus, et on sait qu'on va plus être libre. Et je pense que ça, c'est arrivé à Franquin au moment de l'arrivée de Thierry Martins. Voilà. Tout à fait. C'est ça qui a déclenché le projet du trombone illustré. Oui, On n'a pas parlé du trombone. Qui n'a pas pu durer pour les mêmes raisons. Exactement. Alors, pour finir là-dessus, explique un petit peu quand même qu'est-ce que c'était que le trombone illustré. Tout le monde Alors, ne le sait pas. Est-ce qu'il y en a qui ne le savent pas? Donc, le trombone illustré est un supplément à Spirou qui a été pondu par, soi-disant, la bande à Gaston. Donc, les copains de Gaston, clandestinement, faisaient un petit journal pirate qui était inséré dans le Spirou. Mais en réalité, c'était Franquin et Delporte qui en avaient plutôt marre du Spirou tel qu'il était, et qui avait plein de potes en France, parce qu'il faut bien le dire, la génération de l'école de Marcinelle, de la franco-belge de l'époque, commençait tout doucement à être ringardisée. C'était des gens bien pensants qui vendaient beaucoup d'albums, et tout à coup, des dessinateurs français débarquaient et donnaient un petit peu un coup de balai dans la BD tout public de l'époque. Et donc, Yvan, qui était, comme tu le disais, très ouvert, a appelé ses potes français et a fait, à l'intérieur du Spirou, le trombone illustré, dans lequel les idées noires ont qui a duré débuté. une trentaine de numéros. Ouais. Qui aujourd'hui paraît assez, même très très soft, comparé à ce qui se faisait Évidemment. à l'époque. Mais il faut comprendre que pour Spirou, c'était une révolution. Oui, oui. Et ça a fait des querelles hebdomadaires avec l'équipe pépère de Spirou contre la rédaction du trombone qui était dans la cave. Donc il y avait des courriers tout le temps. Et puis je crois qu'à l'expo, il y a la dernière lettre de Charles Dupuis qui met un terme au trombone. et la lettre de Delporte aussi, qui sont... Lisez-les jusqu'au bout, En plus, ils mettent tout c'est assez exemplaire. sur ma tête. Tu as vu ça? Ouais. Il paraît que c'est à cause d'une planche de... Oui. C'est tout à fait faux. Je fais un démenti formel. Mais d'ailleurs, il y avait... là, tu parles de comment Delporte voulait faire venir les dessinateurs de la nouvelle BD française de l'époque. Mais à Fluide, c'était la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a fait venir Franquin pour les idées noires quand ça s'est arrêté. On a fait venir Haussmann pour faire une série animalière, mais un peu coquine, même plus que coquine, avec Marcel Gottlieb au scénario. On avait eu l'accord de Tillieux, qui devait venir travailler à Fluide Glacial. Malheureusement, il nous a donné son accord 15 jours avant de se tuer en voiture. On pensait à d'autres gens, quoi. C'est-à-dire, hein? Ah oui. Non, mais ce que je veux dire, cet échange aurait été, à mon avis, très fructueux pour ce qu'on appelle la BD franco-belge. Parce que la BD franco-belge, elle a surtout été belge à un moment, jusqu'à Pilote. Oui. Après, Pilote amène d'autres gens. Et dans Pilote, il y a eu Binon, il y a JG, il y a Maurice, tout ça. Bon, il y a plein de gens qui... Et cet échange, il est quand même très, très intéressant parce que c'est des cultures à la fois graphiques et des cultures humoristiques différentes. Hein. D'ailleurs, juste pour finir ce que tu disais tout à l'heure sur les idées noires, ce qui était noir dans les idées noires, c'est l'humour. C'est d'abord, je pense que le mot noir s'applique à l'humour noir, qui ne pouvait pas faire dans Spirou. Dans Spirou, tu faisais de l'humour, l'humour entre guillemets normal, quoi. Tu ne pouvais pas faire d'humour noir. Il y a quelques-uns qui s'y sont risqués. Ça n'a pas duré très, très, très longtemps. Et comme Franquin le disait, si je déprimais vraiment, je ne dessinerais pas. Oui, c'est ce Donc, que... il n'aurait pas pu faire les idées noires en étant dépressif. C'est ce qu'il dit dans le... Gaston crée la gaffe de Sadoul. Sadoul lui dit, mais si, quand même, là, machin. Enfin, Sadoul insiste pour parler de ça. Et à un moment, Franquin dit non, bon, écoutez, moi, quand je déprime, je dessine pas. Bon, on peut parler de ça. Attention. Il l'a pas dessiné pendant 6 mois. C'est pas... Bon, faut pas qu'on s'arrête là-dessus parce que ce mot-là n'est pas définitif et donne pas tout. Non, Franquin
a eu des grands moments de dépression, notamment après les idées noires d'ailleurs. Les idées noires, en partie, ont provoqué ça, mais c'est aussi le cheminement de beaucoup de choses. C'est pas juste les idées noires. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce hors-série, je crois qu'on y a à peu près réussi, c'est essayer de donner, non pas donner une autre vision de la dépression de Franquin, des idées noires de Franquin, c'est-à-dire qu'on lise les idées noires de Franquin. Mon but, c'était qu'on lise les idées noires de Franquin sans cet a priori là, qu'on se détache un petit peu de ça. Mais on ne dit à aucun moment que Franquin n'était pas dépressif, il l'était. Mais on confond par exemple souvent les deux grands dépressifs de la BD, c'est Gottlieb et Franquin. Bon, Gottlieb, c'est un dépressif chronique, c'est un vrai dépressif. Et lui, sa dépression, elle vient de très loin, elle vient de la déportation de son père, elle vient du fait qu'il était caché pendant la guerre parce que juif, etc., etc. Bon, Franquin, c'est différent. Sa dépression, elle est presque accidentelle au départ, et puis c'est presque un accident qui s'additionne à un burn-out de QRN, mais après ça se calme, et puis après il y a les soucis de santé qui relancent un petit peu la machine, et puis après les idées noires, là par contre le dur de la dépression, mais c'était pas une dépression chronique, ça n'a rien à voir avec Gottlieb, qui alors lui par contre était vraiment non, d'ailleurs, Franquin, c'était, faut quand même le dire, c'était un très joyeux compagnon, quoi. Dire, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec lui. Moi, je l'ai pas très bien connu, mais chaque fois, c'était passé un moment totalement hilarant. Tu me diras avec Gottlieb aussi. Hein. Alors, l'interview de Gottlieb est assez intéressante de ce point de vue-là, parce que Gottlieb insiste beaucoup, lui, en revanche, sur la dépression de Franquin, mais il dit pas mal de choses très justes. Alors, il compare souvent Franquin à un très grand artiste. Et il dit les grands artistes, c'est comme Van Gogh. Il travaillait sur quelque chose, puis au bout d'un moment, il arrive au bout de quelque chose. Et quand on arrive au bout, on déprime, on dit oh, je vaux rien, je sais pas dessiner, etc. Jusqu'à ce qu'on crée autre chose. Donc, il passe de Spirou à Gaston. Il passe de Gaston aux idées noires. Donc, à chaque fois, il va ailleurs. Il fait pas comme ce Gottlieb compare à Maurice, par exemple, qui connaissait très bien. Enfin, Gottlieb connaissait très bien Maurice. Il dit pour moi, Franquin est un grand artiste et Maurice est un grand technicien. Il dit Maurice, lui, toute sa vie, il a fait Lucky Luke. Et il ne s'est jamais vraiment remis en question sur sa manière de faire. Lucky Luke a évolué, hein, mais il a fait un personnage. C'est un peu différent sur Hergé. Hergé, il a fait un peu autre chose que Tintin, mais Franquin, lui, il a fait plein de choses. Il a fait donc Spirou, qui est une reprise. Bon, il a créé le Marsupilami, il a fait Modeste et Pompon, ailleurs qu'à Spirou en plus, donc dans un autre ton, etc. Les idées noires, Gaston, etc. Et puis, il dit, voilà, les grands artistes, au bout d'un moment, ça les déprime, parce qu'en plus, on a bien insisté tout à l'heure sur le fait qu'il était très pointilleux sur son travail. Enfin, il n'y a qu'à regarder. Non, on ne voit plus là. Sur les lettrages et tout ça. Et c'était des gens qui vraiment étaient toujours en train de chercher, toujours en train de peaufiner, etc. Et oui, ça, il y a un côté, c'est encore un autre pan de la dépression qui fait qu'on a l'impression qu'on n'est pas bon parce qu'on n'arrive pas à aller au-delà d'un truc. Et Gottlieb insiste aussi sur le fait que Franquin était un vrai drôle, quoi. Un type joyeux, marrant, dont le rire était ultra communicatif. Alors là, je me fie à ce qu'on m'a dit, puisque je ne l'ai pas connu, moi, personnellement. Vous pouvez tous les deux confirmer. Et puis... Mais Gottlieb, lui, expliquait que... Parce que Gottlieb, lui, il a arrêté de dessiner à un moment. Alors, il a toujours expliqué que c'était à cause de questions physiologiques, parce qu'il avait des problèmes de nuque assez graves. Et il avait commencé à avoir des problèmes de mobilité avec sa main gauche. Il dessinait de la main droite. Mais les médecins lui auraient expliqué, ça c'est ce qu'il raconte, que s'il continuait à dessiner au rythme où il dessinait, ça allait bloquer aussi son autre main et que il serait complètement naze. Ça, c'est sa version Gottlieb, sa version officielle. Il a quand même arrêté juste après le décès de sa mère, auquel il était très attaché. Et alors, là, on fera appel au docteur Freud tout à l'heure, mais il y a ça qui joue. Mais je pense que
profondément, il y avait ce que tu as commencé à expliquer, c'est que dans l'humour, c'est pas comme dans la BD réaliste, c'est que tu dois toujours faire encore mieux. Tu es obligé de monter d'un cran. Et à un moment, tu peux plus. Et Gottlieb, il a ressenti ça à un moment. Il a dit, je suis arrivé à mon maximum. Maintenant, je vais redescendre. Je vais faire des trucs moins bien que le truc d'avant. Et il ne voulait pas ça. Et je pense qu'il a arrêté à cause de ça. Après, il a fait quelques trucs. Quand on lui demandait une couverture, il faisait une couverture. Mais si tu regardes bien l'évolution de son œuvre, tu vois que le meilleur de son œuvre était déjà passé et qu'il en avait conscience. Alors, je ne sais pas si Franquin a ressenti ça après les idées noires, j'en sais rien. Mais c'est aussi possible. Il a fait les Tifous à ce moment-là. Il a fait les Tifous. Je crois qu'il a, jusqu'au dernier moment, eu le vrai plaisir et le vrai besoin de dessiner. Ouais. Il y a juste il n'aurait pas pu se passer de dessiner. Je crois que Marcel, à un moment, il s'est dit, je ne dessine plus. Ça ne l'a pas vraiment manqué de ne plus dessiner. Franquin, il n'aurait pas pu s'arrêter de dessiner. Marcel Gottlieb avait une dimension littéraire et il était fasciné par le cinéma et il avait envie de s'attaquer à d'autres genres. Il s'est mis à écrire à ce moment-là. Il faisait des éditos très drôles dans Fluide. Et puis, il a voulu faire du cinéma. Il a fait des scénarios, il a fait des trucs comme ça. Le cinéma, c'est pas ouvert. Et donc, c'en est resté là, mais il avait un peu cette envie-là. Je ne pense pas que Franquin, on puisse dire ça. Bon, on avait commencé à donner la parole à la salle. Alors, je crois qu'il y avait... Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Parce que vous avez parlé des attendez. Il y a la technologie ici, vous savez. C'est une bonne maison. C'est pour garder des preuves contre vous après. Non, c'est parce que c'était intéressant quand vous avez mentionné que certaines planches anciennes de séries, plus du début, préfiguraient les idées noires. Mais il y a un exemple excellent, mais je l'ai lu, c'est Isabelle qui le mentionne, c'est la fameuse planche de Modeste et Pompon, dans laquelle Modeste rêve qu'il est en prison, puis il rêve qu'il se réveille, puis qu'il est encore en prison. Enfin, ça lui prend 2 réveils dans le rêve pour que ça ne soit plus un cauchemar, quoi. Et c'est vrai que c'est... C'est presque une idée noire. Oui, c'est une idée. Elle est terrible, celle-là. Mais donc, c'est avant 1960, quoi. Ouais. Et le tout premier gag de Gaston dessiné par JDM, c'est tout de même un défilé militaire qui vole par terre à cause d'un sac de noix. Monsieur Passamonique voulait poser une question en premier rang, là. C'est pas vraiment une question, je voulais juste... Tu veux raconter ta vie? Ouais, si tu veux, mais... non, je voulais juste revenir sur différents points qui avaient été abordés au début, notamment sur la question des couleurs, et on a parlé des différentes versions. Il ne faut jamais oublier la technique. La technique, elle joue un rôle très important dans toutes ces histoires de couleurs. En particulier parce que Spirou est un journal très différent de Tintin. Spirou est imprimé en typo au départ, et Tintin, par exemple, est imprimé en héliogravure. Et cette différence de système d'impression est fondamentale. C'est-à-dire que quand on regarde les premières planches de Black et Mortimer en 1946, elles sont en hélio. Et donc les couleurs sont magnifiques, c'est des demi-teintes, des choses qui sont extrêmement bien maîtrisées. Et par contre, du côté de chez Dupuis, c'était en typo, c'est-à-dire un système d'impression beaucoup plus sommaire, beaucoup plus vulgaire. Et surtout, au début, les couleurs sont faites par des chromistes. C'est-à-dire que dès le début chez Dupuis, les auteurs ne dominent pas la couleur. Ils donnent des indications de couleur aux chromistes. Et alors, chromistes, c'est pas coloriste. Les chromistes, ce sont des gens qui faisaient les couleurs par des systèmes de plaques. C'était un système manuel avec des jeux de trames et des choses comme ça. Et, le vrai problème aussi, c'est que Dupuis était imprimeur. Voilà, c'est alors que au Lombard, il faisait appel à un imprimeur. Si le travail était mal fait, il ne payait pas. Voilà. C'est un point important parce que, par exemple, dans Spirou, à certains moments, Dupuis va acheter des presses offset. Et dans Spirou, à l'intérieur même du journal, il y a des pages qui sont imprimées en offset et d'autres qui sont imprimées en typo. Et en fait, ça dépend de la charge de machine. Comme c'était des imprimeurs, ils essayaient d'avoir une charge égale dans les différentes machines. Et donc, il y avait un savant calcul pour imprimer d'une façon ou de l'autre, et parfois la même histoire
à 2 systèmes de mise en couleur différentes. Ça, c'est avant les années 60. Le dernier album de bande dessinée imprimé en typo chez Dupuis, c'est 1958. Tillieux en était très fier, c'est Le Lac de l'Homme Mort. Après 1958, on passe à l'offset. Pourquoi? Parce que les albums font l'objet de réimpression régulière. Qui dit réimpression dit tirage plus petit. Et qui dit tirage plus petit demandait de passer à l'offset plutôt qu'à la typo. Alors, pardon d'être un peu technique, mais ça a une influence directe sur la mise en couleur. C'est que en face, chez Jules de chez Lombard en face, on faisait des mises en couleur sur bleu de coloriage. Chez Dupuis, ça continuait à être les chromistes. Et il y a quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour faire un scan, on prend le scan de bureau, on met le document, on scanne, ça y est, c'est bon, on peut l'envoyer à l'imprimerie. C'était pas comme ça à l'époque. Le premier scanner acheté par Dupuis, c'est en 1968. Il fait 20 mètres cubes pour scanner un document A3. Sinon, avant ça, c'était des systèmes c'était le système de clichage traditionnel tel qu'on le faisait dans les années 30, c'est-à-dire avec 12 poses par dessin. Et donc, quand tu parles des couleurs directes de Franquin, c'était des trucs qui étaient extrêmement difficiles à clicher. Ça coûtait très cher. Oui, mais là, on était en 65 déjà. Donc Oui, mais en fait, ça dure jusque-là. Et puis, en 68, il y a un chromiste de chez Dupuis qui s'appelle Leonardo, qui a remarqué qu'en Italie, on faisait un système de mise en couleur qui consistait à encoller un film noir sur une page et on faisait les couleurs par transparence derrière. Il a l'intelligence de déposer le brevet pour la Belgique pour ce système de mise en couleur et il va voir Dupuis et dit écoutez, j'ai un système qui est beaucoup moins cher à faire que chez Lombard, chez Jules de chez Lombard en face, c'est ce système-là. Il dépose le brevet et c'est pour ça que Leonardo se voit confier l'intégralité de la mise en couleur de Spirou et de Dupuis à l'époque pour des questions purement... Et alors, il y a quelque chose qui n'a pas été dit tout à l'heure, mais qui est important, notamment dans le travail de reconstitution que tu fais, Frédéric, c'est que Franquin faisait des indications de couleur extrêmement précises sur des calques. Il passait énormément de temps à faire des indications couleurs précises. Je suppose que c'est aujourd'hui une de tes bases de référence. Entre autres, parce que ce sont des indications de couleur, justement. Ce n'est pas nécessairement la gamme de couleurs qu'on trouve dans ces dessins en couleur directe. Donc, j'ai l'impression que la plupart du temps, les indications qu'il fait avec beaucoup de soucis du détail et de minutie sont censées aider Leonardo Vittorio à se dire « Ah non, ça c'est la maison et au-dessus c'est le ciel ». Mais voilà, ce sont quand même des indications. Et chaque fois, c'est marrant parce qu'on en a encore quelques-unes. Et chaque fois, il est d'une extrême gentillesse, modestie. Il dit tu arriveras à faire quelque chose de mieux que mon indication. Alors, dernière petite remarque sur la couleur. Tout à l'heure, on parlait des couleurs un peu flashy des premiers Astérix ou des premiers Blueberry. En fait, c'est une fois de plus des choix économiques désastreux. C'est-à-dire qu'en réalité, les premiers numéros de Pilote sont imprimés en hélio, comme Tintin, sauf que dès qu'on doit les passer en offset, plutôt que de refaire les couleurs, on va faire des transpositions de hélio en offset, ce qui donne ces couleurs flashy, absolument désastreuses, qui vont être conservées pendant des années. Alors, après, je vous lâche, mais j'ai une dernière remarque en ce qui concerne le lettrage. Franquin, il ne vient pas de n'importe où. Il vient d'une école de graphistes qui sont absolument extraordinaires. Le maître à penser du lettrage de Franquin, il y en a deux. Il y a Gigé, Gigé, c'est un ami très proche d'un graphiste belge qui s'appelle Lucien Deroucq, qui est le graphiste qui a fait toutes les affiches de l'Expo 58, etc., qui est un des plus grands graphistes des années 50. Et donc, Gigé est très inspiré par le système graphique de Lucien Deroucq. Et à l'époque, il y avait Corneille à Nozay, c'était les deux grands graphistes de l'époque. Il faut savoir que Lucien Deroucq est un intime de Franquin et de Gillin. Et d'ailleurs,
lorsque chez Magic Strip, j'ai fait une édition de luxe de Franquin, j'ai demandé à Lucien Derouc de me faire une jaquette, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où justement, il faisait un jeu sur les typographies de Franquin. L'autre référence typographique de Franquin, et ça, il me l'a dit, il a dû te le dire, Frédéric, c'est Pape. Eddie Pape était considéré par toute la profession pour avoir la lettre la plus pure et la plus intelligente dans le lettrage. Et l'empattement du A, etc. Et je me souviens que Franquin m'avait fait des commentaires sur le système de lettrage de Pape en disant ça, c'est vraiment ce qu'on a toujours regardé. Voilà. Je vous lâche. Je passe Merci de ces précisions techniques. Une autre question. Derrière, oui. Bonsoir. Vous avez rappelé au début que Franquin n'était jamais satisfait de son propre trait, et puis j'ai appris qu'il appréciait le trait de Maurice. Qui d'autre parmi ses contemporains ou ses prédécesseurs trouvait grâce à ses yeux? Et d'une façon générale, dans quelle culture graphique est-ce qu'il baignait? Franquin a organisé dans sa vie une seule exposition à Bruxelles de quelqu'un qu'il admirait plus que tout, qui est le dessinateur peut-être le plus admiré des plus grands, c'était Beuville. Beuville, c'était le dessinateur préféré de Franquin, de Bretéché, de Cabu, de toute une tapée de Blotch aujourd'hui. Pour eux, c'est un géant. Et il est un peu oublié aujourd'hui, mais c'était surtout un illustrateur extraordinaire. Et si vous tombez au puce sur des bouquins illustrés par Beuville, achetez-les tout de suite. Voilà. Merveilleux dessinateur. Il avait certainement d'autres admirations, mais enfin, je sais que Beuville, il l'a prouvé en organisant une expo de Beuville à Bruxelles. Other questions? D'autres? Ah oui, monsieur. Là. Merci. Je voulais poser la question, est-ce que finalement le titre Idée noire dessert pas l'œuvre de Franquin, puisque après tout se ramène un petit peu à ces idées de dépression dont la presse un petit peu se garise un petit peu trop, ce qui énerve visiblement Isabelle Franquin. Et finalement, est-ce que, pourquoi pas, on ne parle pas des dépressions de Hergé, enfin, il en a fait a priori surtout une au moment de sa séparation de sa première femme, mais quand on lit ses biographies, on en voit dès les années 40, il avait des phases de dépression où il partait, il disparaissait dans les natures. On ne parle pas de Peyo qui pleurait sur sa planche disant qu'il n'arrivait pas à dessiner. Finalement, est-ce que c'est vraiment d'histoire de dépression, plutôt simplement de perfectionnisme, de grand sensible, qui parfois, il y a aussi cette phase de dépression, mais c'est finalement, j'allais dire, au niveau de l'œuvre d'art, presque un épiphénomène qui est plus de l'ordre de l'humain et moins de l'œuvre. Voilà. Je donne un peu la réponse dans ma question, excusez-moi. Je vais juste répondre au tout début de votre question. Je pense qu'Idée noire est un excellent titre pour cette œuvre-là de Franquin, mais que beaucoup de journalistes ou d'autres vont commenter n'importe comment. C'est tout. Je pense que ça reflète exactement ce qu'il raconte. Enfin, pour moi, c'est un titre excellent. Après, pour le reste, je vais passer la main. Puisque... Oui, on va demander à Jeannin, quand tu pleures sur tes planches parce que tu n'y arrives pas, comment ça se passe? Explique-nous ta dépression. Quand on crée, de toute façon, je pense... Oui, c'est un processus. Forcément, ça nous arrive à tous les niveaux, je pense. En toute modestie, justement, quand moi je finis ce travail patrimonial, le gros travail patrimonial de fin d'année, ce travail en particulier, à chaque fois, la semaine d'après, je m'enferme tout seul chez moi en me disant oh là là, ils vont tous trouver que je suis minable. C'est la dépression. On se relit. Puis tu t'en es rendu compte, on voulait t'en parler. Oui. Bah oui, parce que voilà, j'ai mes modèles. Non, mais disons que oui. Enfin, bon, moi, en toute modestie, parce que voilà, moi, je suis pas un créateur comme Franquin, comme Jeannin, comme les autres. Mais cela dit, c'est vrai, quand on est comme ça pendant, voilà, pour le coup, c'est 12-14 mois pour faire cet album des Idées noires. Et à la fin, on n'a plus de recul pour voir son travail. Et puis on se dit, oh là là, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, puis ça c'est pas parfait, ça c'est machin. Et donc oui, et puis on lâche la pression quand on a fini le travail, et oui, on déprime. Donc je pense que ce qui à mon tout petit niveau existe doit être gigantesque quand on est un dessinateur, quand on est un vrai artiste, quand on est un créateur, et qu'on travaille longtemps, surtout, ou durement sur une œuvre comme ça doit être puissance 100, je ne sais pas. Puis on a dit que Franquin était un rieur. C'est vrai qu'il riait très très fort, mais il était capable de pleurer très très fort aussi. Isabelle dit que quand il voyait
des trucs plombantes aux actualités. Ça Oui, le plongeait puis, vraiment. Un jour, quand j'étais ado, il m'a invité chez lui et il m'a dit, tu sais, je suis capable de pleurer sur commande. Et puis il s'est approché de moi. Les larmes ont commencé à couler de son visage. Mais là, c'était presque comme un tour de magie. Mais en fait, je crois que ça révélait surtout une hypersensibilité. Et forcément, quand on se marre très très fort, c'est parce qu'on est hypersensible. Oui, puis aussi. dans la on peut pas faire une œuvre comme celle de Franquin sans avoir une sensibilité à fleur de peau. Évidemment. Et sans que ce soit très difficile. Parce qu'en plus, dans la bande dessinée, ce qui n'existe pas beaucoup dans les autres arts, il y a les délais. Quand vous travaillez pour un hebdomadaire, vous devez livrer vos planches toutes les semaines. Et puis, on n'est pas en forme toutes les semaines. Et puis, il y a des moments, l'idée, elle ne vient pas. Et puis, il y a des moments où c'est vraiment difficile. C'est encore plus dur pour ceux qui font du strip dans les quotidiens, par exemple, qui doivent livrer leurs 3-4 images tous les jours. Ce côté délai, cette espèce de pression, moi je comprends très bien qu'il y ait des burn-out là-dedans, parce que c'est un peintre, un musicien, il n'a pas ce... il peut composer comme il veut, il peut peindre comme il veut. S'il n'y arrive pas pendant 15 jours, c'est pas dramatique. Enfin, sauf s'il y a une galerie qui attend ses 30 tableaux pour le mois de juin. Mais enfin, disons, ce côté pression est absolument terrible dans ce métier-là. Et d'ailleurs, on demande aujourd'hui de plus en plus aux dessinateurs de faire vite. Parce que, par exemple, ce qui marche commercialement, c'est les séries. Et une série qui marche moyen, il faut vraiment faire un album par an minimum, sinon les gens l'oublient. Mais la plupart, il faut en faire 2. Et faire un album tous les 6 mois, ou vous faites que ça, et au bout d'un moment, vos personnages vous sortent par les yeux, vous ne pouvez plus les voir, travailler tout le temps sur la même chose, c'est insupportable. Et beaucoup de dessinateurs aiment bien arrêter une série, faire autre chose, ou commencer une autre série, pourquoi pas, etc. Histoire justement de s'aérer la tête. Mais le commercial ne veut pas ça. Le commercial veut qu'il livre. C'est pour ça que vous avez beaucoup de séries qui sont, au bout de quelques albums, reprises par d'autres dessinateurs. Les auteurs vendent les droits ou cèdent les droits parce que, tout simplement, ils n'en peuvent plus, quoi. Voilà. Et j'en profite, parce que j'avais le micro. J'ai une deuxième question là, qui est plutôt pour Pierre Huygheberts. Oui. Puisque vous avez analysé de près tout ce qui est lettrage de Franquin dans les années 60, est-ce que sur Kurenes sur Pretzelbourg, vous voyez une vraie différence entre la typographie de la première partie de l'album et celle de la fin, puisqu'il y a eu 2 ans et demi d'écart entre les deux? Mais je me suis posé la question, oui. Bon, maintenant, c'est un boulot de détective qui vaut ce qu'il vaut, mais pas tant que ça, je trouve. Du côté de la typographie, moi, je ne trouve pas qu'il y a une espèce de rupture. Il y a peut-être à certains endroits des questions de vitesse. Ça, difficile à dire. Mais il faudrait ça serait un truc à investiguer plus. Là, il va y avoir cette question de comment on divise les phases. Il y a des discussions en cours avec Dupuis de combien de polices il commande aussi. C'est du business. Mais est-ce que tu as travaillé, parce que je n'ai pas vu ça là dans ce que tu nous as montré, est-ce que tu as travaillé sur les signatures de Franquin? Parce que Franquin, à une époque de sa vie, s'est mis à faire une signature différente en bas de chaque planche, avec un gag, avec du très dessiné, très graphique. Non, ça mériterait quand même... Oui, c'est un boulot à part. Enfin, il y a eu un petit album, je crois, qui a été fait. Oui, il y a déjà eu des collectes, effectivement. On a un petit peu bossé sur la signature générique. Cette question du logotype, bon, pour finir, il y en a plusieurs. Mais, on a changé ce matin, je ne sais pas si tu es au courant. Oui, j'ai entendu parler du changement, oui, parce qu'il y a les albums, les 22 albums de l'édition pour les 60 ans qui partait à l'imprimerie. C'est une journée historique, c'est pour ça qu'on a l'air un peu fatigué. Mais donc ça c'est un peu un boulot à part, parce qu'en fait c'est effectivement de la graphie, mais c'est plutôt de l'illu en fait. Justement, mais elles exprimaient quelque chose. De parler de ça, parce que c'est plutôt tout ce qui est chacune donnait un état momentané. Il y en a justement qui sont dépressives. C'est pour ça que j'ai évoqué ce genre de truc. En général, les signatures font référence au gag de la planche. Oui. Donc c'est la générosité de Franquin. Ça, c'est vraiment, il voulait en donner encore un peu plus. Et donc, la signature, un gag dans la signature. Dans Les Idées Noires, on a eu 2 fois, la question s'est posée. Donc nous, ça s'appelle Franquin et Les Idées Noires. Et là, pour la couve, donc on avait repris le Franquin qui a été utilisé dans l'intégrale
Et je trouvais que c'était justement quelle est la signature générique. Alors, tu vas dire, c'est ça, c'est la signature de Franquin. Je dis, mais non. Et en fait, on avait chacun un avis différent. Et j'ai fait changer. Enfin, on a changé de signature pour le titre. Et une signature qui, moi, en tout cas, me paraissait plus représentative de la signature générique de Franquin. On s'est mis d'accord sur une nouvelle signature, en vrai. Mais il y avait une planche des idées noires qui n'était pas signée. Et puis le graphiste, dans un souci de cohérence, m'a dit bon, elles sont toutes signées, il faudrait. Alors, et il me dit bon, laquelle on met? Je lui dis alors là, tu te démerdes. Et donc il a essayé de trouver une signature. Bon, après, c'est du pinaillage, mais quand même, la question se pose du coup. Je crois que c'est dans l'expo, c'est Le Gall qui dit cette impression qu'à chaque fois Franquin reprend à zéro. Bon, je ne sais pas du tout si Le Gall connaissait Franquin ou pas, mais je trouve ça assez juste. En tout cas, au niveau du lettrage, c'est comme si, donc comment je vais faire le S Alors évidemment, il y a plein de choses qui reviennent, et il a un souci de cohérence, mais il y a l'un et l'autre comme ça. Il y a un truc qui est... Et dans les signatures, on le voit, oui, ça va dans tous les sens. Y a-t-il encore des questions? Peut-être encore une? Bon, s'il n'y en a pas, juste un petit mot quand même. Ah oui, évidemment, je m'étonnais que Passamonique avait encore quelque chose à nous raconter. C'est un très grand critique, je vous précise quand même. Je voulais juste revenir sur un truc qu'on ne peut pas laisser passer. C'est les remarques que tu as faites sur Maurice. Maurice... c'est pas moi, c'est Gottlieb. Ouais, attention, crime de lèse-majesté. Oui, non, mais tant pis. Non, je ne fais que dire ce que Gottlieb a dit. C'est une erreur. Enfin, je veux dire, Maurice, c'est un des plus grands graphistes de Spirou. Et on est bien d'accord. C'est un résumé. C'est pour expliquer un point. C'est pas pour dire que Maurice... Ok, mais justement, ce que je voulais dire... Et clairement, le dessin de Maurice, à un moment, ne bouge plus tellement. Ouais. Oui, alors que le dessin de Franquin, jusqu'à la fin, il bouge. Maurice est un grand innovateur dans la couleur. C'est un des premiers. Non, c'est surtout c'est d'abord un grand graphiste. Oui, mais... L'innovation dans la couleur, en réalité... C'est le premier qui fait un peu d'abstraction dans la couleur sauf que c'est pas du tout délibéré. Contrairement à ce qui se raconte, c'est pas du tout délibéré. C'est parce que les chromistes de chez Dupuis faisaient n'importe quoi. Oui, il en a eu marre. Et Maurice était tellement attentif pour les couleurs qu'il invitait à déjeuner les meilleurs chromistes de chez Dupuis pour essayer de faire en sorte que ce soit eux qui s'occupent de ces couleurs. Donc il était vraiment très, très, très attentif à ça. Et quand on voit ces dessins en couleur directe, ils sont extraordinaires aussi. Il faut voir aussi ces dessins avec les indications couleurs et le résultat qu'il y a derrière. Un chapeau bleu devenait rouge. Donc au bout d'un moment, il s'est dit, je vais arrêter de faire des nuances. Et c'est pour ça que quand il y a un incendie, toute la page est rouge et point barre, quoi. C'est magnifique. L'art n'est de contrainte. Voilà, exactement. Alors, non, mais juste pour revenir, et c'est important, notamment sur la question de la typographie, c'est que Maurice et Franquin font, avec JG, un petit stage aux États-Unis. Et là-bas, aux États-Unis, en 1948, ils voient ce qui se passe. Et là, il y a les plus grands graphistes du monde, à New York, où ils se trouvent. Et ils ramènent cette science-là en Belgique, et c'est ce qui fait que Spirou est un journal d'une modernité absolument confondante, avec derrière des graphistes qui... Enfin, Roba ou Will sont des formidables graphistes qui ont appris de ces gens-là. Donc on a chez Spirou... C'est unique d'ailleurs, c'est vraiment... Cet environnement-là est absolument unique. Et Maurice, en particulier, est probablement celui qui a le plus importé dans l'école belge les codes du graphisme américain, et notamment, c'était un grand admirateur des grands graphistes du New Yorker, et on voit bien que JG, comme Maurice d'ailleurs, importe les techniques d'ancrage des Américains, y compris d'ailleurs la petite signature de Franquin. Ce sont des détails qu'on voit chez Geo Magmanus dès 1913. Les Américains sont très coutumiers de ça. Voilà. J'arrête de parler. Non, mais tu as raison sur Maurice. Et en même temps, Gottlieb, quand il dit ça, je ne fais que redire ce qu'il a dit, mais il le dit rapidement pour expliquer son propos, qui était un propos sur Franquin.
parce qu'il dit pire, il dit pareil sur RG, il se reprend après, il dit bon, enfin voilà, bref, mais on est dans l'interview, il faut qu'il aille vite. Et puis ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement comment la création chez un artiste aussi puissant que Franquin peut amener justement à un moment à se poser beaucoup de questions et puis arriver à une dépression à la fin d'un travail. Et puis, comme on a parlé de son émotivité qui joue aussi là-dessus. Mais j'irais même plus loin que toi sur Maurice. Tu as parlé de Roba et d'autres, même Peyo. Justement, il n'y a pas si longtemps que ça, l'inauguration de cette expo. Je t'avais dit, Peyo, est-ce qu'il se serait pas... Bon, moi, je suis un peu néophyte, on va dire, dans ce métier, mais j'ai beaucoup lu Peyo. Moi, j'ai adoré Jean Pierre-Louis, etc. Et c'est vrai que, bon, si on compare Peyo à Franquin, on va dire Franquin est beaucoup plus fort que Peyo, etc. Cela dit, j'ai une impression que Peyo, c'était le sens de ma question auprès de Janin, dit mais il n'aurait pas pu faire beaucoup plus fort, etc. Il m'a dit bah oui, je crois qu'il avait le potentiel. Je pense que même Roba, on parle souvent de Roba et de Peyo comme des dessinateurs pour enfants, etc. Et donc du coup on rabaisse un petit peu leur art, leur technique, etc. Je pense que c'était des gens qui étaient beaucoup plus importants que ça. Pour citer que ces deux-là, parce que voilà deux que moi je lisais beaucoup quand j'étais petit, et même au niveau de l'humour. Le musée de la bande dessinée à Bruxelles, il y a un gag qui m'a fait rouler par terre de rire. C'était un gag de Roba de Boulet Bill, un truc un peu anodin, mais qui m'a fait rire autant que le plus gros gag de Gaston, quoi. Je pense que on va pas refaire l'histoire de la bande dessinée belge, mais peut-être qu'aussi ils n'ont pas trouvé le chemin ou ils n'ont pas eu les moyens, je ne sais pas. Mais d'aller un petit peu au-delà de leur technique, etc. Je pense que c'était peut-être... Moi, je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais j'ai le sentiment que c'est des techniciens aussi, enfin, des artistes qui n'ont pas pu aller faire leur grande œuvre, ou je ne sais pas, j'ai peut-être une ânerie, mais... Bien. Si vous n'avez pas vu cette exposition, je pense que vous allez la voir avec un œil peut-être différent de celui que vous auriez eu avant ce débat, en tout cas je l'espère. Si vous l'avez déjà vue, retournez la voir justement avec un œil nouveau et j'espère qu'on vous aura expliqué que lire une bande dessinée, ça ne prend pas un quart d'heure. C'est une lecture, un album de 48 planches. Ça prend, enfin s'il est bon, ça prend autant de temps qu'un roman de 200 pages. Il faut bien comprendre ça. Ça se lit lentement, doucement, ça se relit, parce qu'il ne suffit pas d'essayer de suivre l'histoire en lisant les bulles. Voilà, merci, bonsoir et à bientôt. Et achetez le catalogue qui est magnifique. Ah oui, il y a le catalogue, voilà. Sauf la page. Merci beaucoup. Et la réédition d'Idées Noires. Merci à tous les quatre.